Nous avons 45 minutes ensemble pour parler de philanthropie climatique. La philanthropie climatique, c'est un outil, un dispositif au service des financements climat des entreprises qui a été créé par les ONG et pour les entreprises. C'est un dispositif extrêmement innovant qu'on lance aujourd'hui après 3 années de travail avec tout un collectif d'acteurs dont certains sont dans la salle et d'autres sont plus loin, dans des pays étrangers. C'est un travail qui a été fait autant avec les entreprises qu'avec des ONG, autant sur des terrains d'intervention à l'extérieur de la France que sur la France. Et donc on va vous parler de tout ça. J'ai aujourd'hui autour de moi des experts qui vont pouvoir échanger avec vous. On aura aussi un temps de networking juste à la fin. Donc si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera sur la salle d'à côté. Autour de moi, il y a aujourd'hui Hervé Lefebvre, qui travaille à l'ADEME. Donc Hervé, tu vas nous parler un peu plus des enjeux tout à l'heure sur les sujets climatiques et le financement climatique. On a Axel Schwab, Axel qui travaille chez Planète Urgence et qui est responsable climat. On a Aline Perrin, Aline qui travaille chez Davidson en charge de l'impact pour l'entreprise Davidson Consulting. Et puis on attend Christian Didier qui nous rejoint dans quelques minutes, qui travaille chez Deloitte en tant qu'associé. Moi je suis Amandine Hersan, je suis la dirigeante de Planète Urgence. Planète Urgence, c'est une association. Donc on est une association de terrain, on n'a pas vocation a priori à créer un dispositif de financement et pour autant, on est une association de terrain qui s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait besoin de financement pour aller chercher des nouveaux projets, pour avoir plus d'impact et que le climat n'était pas suffisamment financé aujourd'hui. Alors Planète Urgence, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille sur la réconciliation entre humains et forêt. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les enjeux climatiques sont très connectés aux enjeux des solutions fondées sur la nature, des enjeux forestiers évidemment, et que ces forêts elles sont en disparition. On perd la taille du Costa Rica tous les ans. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de réconcilier l'humain et la forêt pour que les deux puissent vivre ensemble dignement, et en respect de chacun des écosystèmes et des humains. Et donc on travaille sur des grands écosystèmes, l'Amazonie, le bassin du Congo, l'Asie du Sud-Est. On va être autant sur des enjeux de vulnérabilité humaine, là où il y a des enjeux très forts d'adaptation au changement climatique, là où il y a des enjeux de pauvreté. On va être aussi très présent sur les enjeux de déforestation, les zones où il y a le plus de déforestation et là où la biodiversité est la plus exceptionnelle. Et à chaque fois, sur chacun des territoires, on va essayer de travailler sur cette réconciliation. Ça va nous amener à travailler sur 3 grandes activités. La première, c'est la préservation des forêts et de la biodiversité pure. Donc comment est-ce qu'on restaure ou alors on conserve les écosystèmes forestiers. La deuxième, c'est comment est-ce qu'on réduit les pressions sur les forêts grâce à des gouvernances communautaires, grâce à un développement économique, à la capacité de vivre avec la forêt et pas contre la forêt. Et puis comment est-ce qu'on développe aussi un lien sensible à la forêt, comment est-ce qu'on aime cette forêt qui est à côté de chez nous pour pouvoir mieux la protéger. Donc c'est ça qu'on fait chez Planète Urgence. Donc on n'avait pas vocation, a priori, à créer un outil de financement. Et pourtant, il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues nous voir ces dernières années et qui nous ont dit Amandine, on a envie de financer le climat à travers des projets concrets comme ceux que vous portez. Par contre, aujourd'hui, on a besoin de mesures, on a besoin de métriques. Et moi, je n'étais pas en capacité d'apporter ça. Et en fait, on s'est rendu compte que ça concernait Planète Urgence, mais ça concernait beaucoup d'autres acteurs ONG. On a fait une étude avec Coordination Sud. On avait 42 ONG qui nous ont qui ont répondu à cette étude. Et à 75%, elles n'arrivaient pas à financer des projets climatiques de terrain très concrets par les financements climatiques. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai fossé à remplir et c'est ça qui nous a amenés à aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le détail de ce que c'est que la philanthropie climatique, peut-être qu'on va rentrer avec toi, Hervé, sur c'est quoi cet enjeu qu'il y a autour des financements climatiques de façon plus globale, au-delà de ce que je viens de raconter comme petite histoire. Merci Amandine, je pense qu'on m'entend, oui, sans problème. Donc Hervé Lefebvre, donc moi je suis responsable du pôle trajectoire bas carbone à l'ADEME et donc on s'occupe effectivement des trajectoires de décarbonation des entreprises mais aussi des collectivités, des territoires et je voulais vous remercier déjà pour avoir invité à participer à cette table ronde pour présenter donc Philanthropie Climat. Alors quelques mots.
3 points. Le premier, c'est il y a 10 ans, lors de la COP de Paris, donc l'accord de Paris, pour la première fois, les Nations Unies reconnaissaient le rôle des acteurs privés dans la contribution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre l'objectif de la décarbonation et de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc les entreprises sont reconnues comme aujourd'hui comme acteurs déterminants au même titre que les États, mais aussi les individus, pour effectivement mettre en place des actions. Et on a vu pléthore d'annonces d'entreprises pour se décarboner, pour atteindre la neutralité carbone, pour contribuer à des actions, pour acheter des crédits carbone. Et pour autant, quand on regarde aujourd'hui où est-ce qu'on se trouve par rapport à la trajectoire de décarbonation au niveau mondial, ben on n'est pas du tout sur les bonnes trajectoires. Donc effectivement, il y a une nécessité d'accélérer la décarbonation à travers des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais il y a une nécessité urgente aussi, c'est d'augmenter les puits de carbone à travers notamment la séquestration, puisque ça sera une nécessité pour atteindre l'équilibre visé de la neutralité carbone, mais aussi un élément pour nous permettre d'attendre un petit peu, de gagner un peu de temps pour que des actions d'atténuation, effectivement, soient vraiment au rendez-vous et permettent de réduire ces émissions. La troisième chose, c'est donc les entreprises privées peuvent jouer un rôle et doivent jouer un rôle. Il y a des trajectoires qui ne sont pas respectées et donc on se pose la question, mais pourquoi avec toutes les envies qu'il y a, que ce soit des envies politiques, mais aussi des envies au niveau des entreprises, pourquoi on n'y arrive pas? Alors très certainement, il y a un problème aussi de fiabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pléthore de mesures qui existent. Il y a les crédits carbone. En France, on a le label bas carbone qui permet effectivement d'avoir de la compensation carbone à travers de la vente de crédits carbone. Il y a les climate dividends. On a beaucoup d'éléments, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas une instance qui va certifier toutes ces économies d'énergie ou ces séquestrations carbone. Et donc, il y a des travaux qui sont notamment menés aujourd'hui avec au niveau ISO, et on devrait voir en 2025 la sortie d'une norme sur justement les émissions évitées, parce qu'effectivement, il y a tout un travail à faire pour c'est quoi une émission évitée, comment on définit à partir de quoi on peut considérer que c'est réellement une émission évitée. Et ça va permettre, je dirais, d'accélérer la reconnaissance d'actions qui vont permettre justement de réduire ou séquestrer les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est ce manque qui, on l'espère, fait qu'aujourd'hui, on n'est pas encore au rendez-vous. Mais il y a une nécessité, enfin même une urgence aujourd'hui, d'orienter justement les capitaux, privés notamment, vers des solutions de séquestration, puisque le changement climatique aura forcément, je dirais, un impact sur l'économie mondiale. D'après l'IFOA, au niveau mondial, il y aurait une perte estimée de 50% du PIB entre 2070 et 2090. Et donc, il y a une nécessité de mobiliser justement de nouveaux capitaux, mais aussi de mobiliser de nouvelles expériences, de nouvelles propositions pour justement orienter des capitaux vers des actions qui sont reconnues et qui ont une validité bien reconnue de leur crédibilité. Et c'est à ce titre que l'ADEME a contribué modestement, je dirais, à la relecture de la proposition qui nous a été faite, parce qu'effectivement, on croit à la mobilisation des acteurs privés à partir du moment où effectivement on leur assure, je dirais, une robustesse dans la méthodologie qui a été proposée et une facilité pour vérifier et suivre justement les séquestrations carbone ou les émissions évitées. Et peut-être Hervé, est-ce que tu peux nous parler de la différence entre cette idée de compensation, qui était l'idée a priori la plus développée, versus l'idée de contribution, et en quoi on a besoin d'aller plutôt vers cette contribution? Pourquoi vous appelez cela de vos voeux au niveau de l'ADEME et avec plein d'autres acteurs, dont SWIP qui est dans la salle, je crois?
Alors, la principale différence que l'on fait entre la compensation et la contribution, c'est que généralement la compensation, elle est associée à des crédits carbone pour venir effectivement au niveau d'une entreprise réduire ses émissions de gaz à effet de serre, pas au sens de réduction immédiate liée à son activité, mais de réduction liée à des financements sur des actions en dehors de son périmètre d'activité, mais dans une logique de comptabilité. C'est-à-dire que je compense à hauteur de tant de pourcents de mes émissions de gaz à effet de serre. La contribution, elle est plus générique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour comptabiliser en fonction de ses propres émissions, mais vraiment de contribuer à l'atteinte au niveau planétaire, je dirais, des engagements pour atteindre la neutralité carbone. Donc d'un côté, et c'est pour ça qu'on peut parler plus de philanthropie, parce qu'effectivement derrière, ce n'est pas une recherche de réduire ses émissions liées à ses propres activités, mais c'est vraiment de contribuer au niveau international, au niveau mondial, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou les séquestrer. Donc en fait, on ne peut plus faire +1, -1 égale 0, c'est bon, je suis neutre. Par contre, on fait mon +1, je le réduis massivement, et en parallèle, je contribue au maximum à la neutralité mondiale. C'est ça ce que tu nous dis? Oui, tout à fait. Merci beaucoup Hervé. Je pense qu'il y avait aussi un enjeu sur les financements qui sont nécessaires aujourd'hui. Dans la préparation, tu nous disais qu'il n'y a vraiment pas suffisamment de financement. On est très très loin du compte. Là, je vois un slide qui nous dit on est à 1,3 trillion, il faudrait qu'on atteigne 8,4, ça fait 6,5. Est-ce qu'on a quand même quelques chances aujourd'hui d'y arriver? Et quelles sont pour toi les tendances qui font qu'on y arrivera ou pas? Alors, ouais, en tout cas, c'est ce qui est aujourd'hui, il faudrait déjà multiplier par quasiment 6,5 les investissements. Ça veut dire aussi multiplier par quasiment 13 en 2050 ces investissements. Donc il y a un manque de financement aujourd'hui qui est évident. Ce qui va nous permettre, on l'espère, d'y arriver, c'est justement cette crédibilité dans les méthodologies qui vont être proposées et une diversification aussi des actions qui sont proposées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer, je dirais, les contributions aux compensations. Au contraire, il faut que tout le monde, que l'ensemble des actions qui vont pouvoir contribuer à la compensation carbone, contribuer à la séquestration carbone ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut vraiment les encourager pour pouvoir le faire. Et les investisseurs, eux, ils ont besoin, c'est d'éviter des retours négatifs sur leurs investissements. Donc il faut absolument que quand ils investissent dans une opération, ils aient des garanties que la méthodologie elle est robuste, elle est claire pour tout le monde, elle n'est pas contestable, et c'est ça qui effectivement pourra permettre d'accroître ces investissements. Eh bien, je crois que c'est une superbe transition pour aller justement sur cet outil de philanthropie climatique donc, que l'ADEME a revu, sur lequel on a travaillé. C'est comment est-ce qu'on propose un outil, un dispositif de financement au service du climat de façon la plus vertueuse possible, la plus lisible, la plus robuste possible. On vous a préparé une petite vidéo. Alors vous allez me dire si vous entendez au niveau du son. Pour faire face au changement climatique et à l'extinction de la biodiversité, entreprises, individus et organisations publiques ont deux responsabilités distinctes. Première responsabilité, réduire drastiquement leurs propres impacts, mais aussi ceux de leurs parties prenantes. Deuxième responsabilité, contribuer à des projets bénéfiques au climat et à la biodiversité hors de leur chaîne de valeur. Une première option a longtemps été le recours au crédit carbone, que l'organisation peut revendre si elle le souhaite. Mais aujourd'hui, une autre voie est possible, celle de la philanthropie climatique. Concrètement, une organisation dédie un budget proportionné à son impact à des projets qu'elle sélectionne. L'intérêt de la philanthropie climatique est triple. L'argent va directement sur le terrain et évite les intermédiaires. L'utilisation des fonds est 100% transparente. Et l'entreprise est engagée dans un projet qu'elle connaît et qu'elle suit dans le temps, lui permettant d'impliquer l'ensemble de ses parties prenantes. Pour garantir les impacts climatiques des projets, ces financements sont soumis à une méthode de calcul d'impact carbone sûre et reconnue. Planète Urgence est une ONG internationale reconnue dans la protection des forêts. Elle a créé une méthode de suivi des impacts de séquestration carbone adaptée aux ONG de terrain. Elle a déjà permis de financer des projets à Madagascar, en Indonésie et en France.
Il appartient dorénavant aux entreprises de saisir cette opportunité en adoptant une approche innovante et vertueuse de leur contribution climatique et biodiversité. Donnons-nous dès maintenant les meilleures chances pour répondre à l'urgence climatique et environnementale. Rejoignez le mouvement. Voilà, ça c'est en 2 minutes la philanthropie climatique, mais on a la chance d'avoir Axel avec nous qui a bossé très dur avec un très grand nombre d'experts et notamment Amercop qui n'est pas aujourd'hui présent puisque de Singapour notamment l'impact carbone était trop important. Mais tu vas parler pour tout ce collectif d'experts. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus qu'est-ce que c'est cette philanthropie climatique? Comment ça fonctionne, Axel? Bonjour à tous, vous m'entendez? Merci Amandine. Donc la philanthropie climatique, c'est un changement de paradigme parce que ça permet aux entreprises de passer d'une logique de compensation et de possession de crédit à une logique de contribution qui est 100% vertueuse. Donc concrètement, comment ça marche? C'est une entreprise qui va venir financer un acteur de terrain et elle va collaborer avec lui pour suivre les impacts climatiques sur une période de 10 ans. Ce qui est essentiel, bien sûr, c'est d'avoir une méthodologie robuste qui va venir garantir les impacts du projet. Donc la méthodologie qui est adossée à la philanthropie climatique, c'est la méthodologie MCPR. Le M, c'est pour mesure, le C pour carbone, le P pour projet et le R pour reforestation. Donc comme Amandine l'a dit, c'est une méthodologie qui a été développée avec le cabinet d'experts Amercop sur plusieurs années et qui a ensuite été relue par de divers acteurs. Donc il y a eu des ONG comme WeForest, comme All4Trees, il y a eu des institutions publiques comme l'ADEME, il y a eu des centres de recherche comme le CIRAD, il y a eu des entreprises privées comme Davidson ou comme SWIP. Ça a vraiment été le fruit d'un long travail et d'une grande collaboration entre divers acteurs. Donc on est très content de lancer aujourd'hui officiellement la philanthropie climatique avec vous lors du salon Change Now. Du coup, la méthode, elle a été développée pour 3 typologies de projets de reforestation parce qu'ils correspondent au portefeuille d'action de Planète Urgence. Mais la philanthropie climatique a vocation à aller plus loin que Planète Urgence, à aller au-delà et être applicable à d'autres typologies de projets si d'autres ONG peuvent s'emparer de la méthode. Donc les 3 typologies de projets qu'on a, c'est des plantations d'arbres à vocation bois-énergie. Et ce projet, il est mis en place à Madagascar par Planète Urgence. On a un projet de restauration de mangroves en Indonésie. Le projet, il est aussi mis en place par Planète Urgence. Et finalement, on a un projet d'agroforesterie en France, mis en place par Ferme d'Avenir. Mais si vous devez vous rappeler d'une chose aujourd'hui, ce n'est pas du nom de la méthode, ce n'est pas d'un autre acronyme, mais c'est du fait que la philanthropie climatique réconcilie à la fois les besoins des entreprises, c'est-à-dire d'avoir une garantie d'impact, et l'urgence, comme Hervé l'a dit, de massifier les financements pour le climat et de les rediriger là où il y en a le plus besoin et aux populations les plus vulnérables. Donc les 4 nouveautés de la méthode qu'on a au tableau et qu'on a un peu vu dans la vidéo sont qu'elle est efficiente, il n'y a pas d'intermédiaire entre le porteur de projet et le financeur, donc il n'y a pas de broker ou il n'y a pas de label de certification, donc les financements vont plus au terrain et sont plus efficients. Elle est pragmatique. Donc on est sur des temporalités plus courtes, on est sur des temporalités de 10 ans versus des temporalités de 40 ans pour des projets de reforestation carbone, ce qui est à la fois plus facile pour les porteurs de projets et pour les financeurs de s'engager. Elle est inclusive parce qu'elle est applicable à toutes les géographies et à toutes les tailles de projets. Les crédits carbone dus à leur coût de certification élevé et la complexité administrative, ils sont souvent plus adaptés à des projets de plus grande taille. Donc il y a un grand pan de l'action climatique qui ne peut pas être financé par la finance carbone et la philanthropie climatique vise à répondre à ce besoin. Et enfin, elle exclut toute possibilité de compensation et donc elle réduit les risques vis-à-vis de pratiques de greenwashing. Donc maintenant qu'on a vu un peu un aperçu global de la méthodologie, on va rentrer dans la partie plus technique et dans sa mise en œuvre. Donc au global, il y a 3 phases dans la méthode. Il y a l'évaluation de la faisabilité du projet et l'applicabilité de la méthode. Il y a la mise en œuvre du projet et après il y a le suivi. Donc un des points les plus complexes
de la méthode, c'était de garder la rigueur des méthodes de calcul des standards carbone, tout en gardant les financements le plus proche du terrain. Donc, dans ces 3 axes, on retrouve des mêmes grands principes que les standards de certification carbone, mais ils ont été adaptés aux acteurs de terrain. Donc, dans la première phase, les activités qu'on retrouve, c'est des consultations avec des parties prenantes, c'est la définition du scénario de référence pour comprendre le contexte historique et socio-économique de la zone et les causes de dégradation. On démontre l'additionnalité du projet pour prouver sa légitimité. On fait des estimations de combien le projet va séquestrer sur 10 ans. Et un autre point très important, c'est qu'on calcule le risque de non-permanence. Alors, c'est quoi le risque de non-permanence? Le risque de non-permanence, c'est quelque chose qui nous permet de prendre en compte des potentielles pertes d'absorption carbone dues à des événements externes, comme par exemple des incendies. Donc la méthode MCPR, elle se veut conservatrice. Donc on applique une note de risque de non-permanence de 30% minimum, ce qui est quand même beaucoup plus élevé que les projets carbone qui appliquent une note minimale de 12%. Donc ça, c'est pour la première phase, l'évaluation du projet et l'application de la méthode. Donc suite à ça, les financeurs reçoivent un rapport de baseline et des estimations d'attestation d'impact. Après, il y a la mise en œuvre du projet. Donc celle-ci, elle dure généralement 3 ans. Et les activités principales, c'est la plantation, l'évaluation du taux de survie et ensuite le regarnissage des plants morts si besoin, parce que tous ne survivent pas. Et après, on a la phase de suivi. Donc, pendant la phase de suivi, la méthode, elle prévoit qu'en année 4, 6 et 10, on vienne faire des inventaires terrain pour mesurer les arbres afin de mettre à jour les séquestrations carbone qui ont été estimées et pouvoir donner des attestations d'impact aux financeurs. Donc, voilà pour le point un peu plus technique. Alors, maintenant, pour donner vie à la philanthropie climatique, on va aller voir un de nos projets pilotes, qui est le projet Merci. Donc, on est en Indonésie. C'est un pays qui, à lui seul, abrite 21% des mangroves mondiales. Donc, c'est énorme. Et ces mangroves, c'est une source de vie, une source de ressources naturelles, une source d'activité économique pour les populations locales. Mais malheureusement, elles sont sous forte pression. Donc, au cours des 30 dernières années, il y a 40% des mangroves qui ont été perdus en Indonésie. C'est énorme, c'est 52 000 hectares annuels et ça représente la surface de la ville de New York. Donc, c'est très, très important. Et donc, depuis 2022, Planète Urgence a mis en place le projet Merci avec les communautés locales et avec des associations de femmes. Et à mars 2025, c'est 38 hectares qui ont été restaurés. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, on est très fiers de ce projet et que cette restauration a bien marché parce que ça ne marche pas tout le temps aussi bien dans tous les endroits. Et surtout, on agit sur des zones critiques qui font face à beaucoup d'érosion côtière. Au total, c'est 500 000 propagules qui ont été plantés. Donc, les propagules, c'est les bébés mangroves. Ça ressemble juste à des tiges. Et là, on voit que les mangroves ont atteint une belle maturité. Donc, on a espoir qu'elles continuent bien à grandir. Et c'est environ 6 000 tonnes de CO2, un peu plus, qui ont été estimées. En 2026, on sera à N+4. Donc là, on va venir mener des inventaires de terrain et on va venir actualiser ces chiffres. Mais au-delà du carbone, le projet Merci met en œuvre plein d'autres activités pour garantir la pérennité du projet. Donc, par exemple, c'est 109 personnes qui ont été formées à la restauration des mangroves et 56 enseignants à l'éducation environnementale pour pouvoir transmettre les messages à la génération future. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot sur Merci. Merci Axel déjà. Je pense que c'est un projet, moi j'y suis allée, j'ai eu la chance d'y être il y a 1 an. C'est un projet qui est intéressant parce qu'on est purement sur des projets d'intérêt général. On n'est pas en train de faire du climat, on n'est pas en train de faire du CO2 et on est en train de limiter l'érosion côtière, on est en train de travailler avec les femmes, avec les villages, on fait de l'éducation environnementale. Et donc ce sont des projets qui vont bien au-delà du carbone. Et donc on parle de contribution climatique, mais finalement c'est une contribution climatique, sociale, environnementale de façon assez globale. Et effectivement, on le voit bien sur ce projet-là. J'ai ma petite punchline pour finir.
Donc la philanthropie climatique, c'est un outil qui permet aux entreprises de financer et d'avoir une garantie d'impact sur des projets qui sont complets, concrets, mesurables et qui œuvrent pour le vivant. Donc un grand merci à Davidson. Effectivement, ça va nous faire le lien. Merci beaucoup Axel. Donc, je pense que là, on a bien compris, il y a un enjeu de financement. On est à 10 ans après les accords de Paris. On n'est qu'à 1,4 trillion alors qu'on aurait dû être à 6,5 fois plus. On a besoin d'aller chercher ces financements et aujourd'hui, les modèles existants ne permettent pas aux entreprises de s'engager. Ça les dissuade même dans certains cas. Donc, il y a besoin de créer des alternatives. Cette méthodologie existe, elle a été créée, testée, révisée par beaucoup d'acteurs. Elle a déjà des impacts. Moi, ça m'intéresse qu'on passe sur une deuxième partie avec vous, Christian et Aline. Peut-être Christian, tu travailles en tant qu'associé à la fondation chez Deloitte. Et donc la fondation a accompagné cette idée de philanthropie climatique pour essayer de comprendre quelle était sa place dans le paysage des engagements des entreprises et notamment sur tous les sujets de reporting et de référentiel. Donc on te laisse peut-être nous raconter votre analyse. Oui, alors effectivement, la philanthropie climatique est une solution, mais c'est une solution à de nombreux enjeux. Aujourd'hui, les entreprises sont face à plusieurs points de tension. Vous avez remarqué évidemment que de nombreuses entreprises se sont engagées avec beaucoup d'ambition dans des cibles de décarbonation qui vont très loin, avec des horizons longs, avec une implication très forte auprès de standards type SBTi. Donc on a aujourd'hui près de la moitié de la capitalisation mondiale qui est engagée dans une décarbonation ambitieuse. Les plans d'action ont parfois été définis, donc il est intéressant de noter que beaucoup d'entreprises sont engagées, mais finalement n'ont pas encore toutes construit un plan à la hauteur de l'ambition. On voit que ces plans finalement ne sont pas toujours détaillés. Alors certains sont publiés, d'autres non, sont plus ou moins précis. Et ce qu'on constate surtout, c'est qu'ils sont rarement financés. Autrement dit, on a rarement des entreprises qui vont déterminer quel est l'impact sur leur cash flow futur de leur décarbonation. Pour plein de raisons. Un, parce que les leviers sont multiples, ils vont aller chercher différentes parts de leur chaîne de valeur. Deux, parce que les actionnaires sont parfois un petit peu réticents à voir un montant élevé affiché en diminution de leur rémunération année après année. Et donc les entreprises sont confrontées finalement à une difficulté qui est de respecter un engagement, de renforcer leur résilience, mais sans savoir quelle est la bonne façon de le faire. Et face à cette lecture, elles ont compris que la compensation était un des leviers finalement finaux de leur décarbonation, ou en tout cas de la contribution de leurs activités à la neutralité au niveau planétaire. Et elles sont face à un marché, le marché des crédits carbone, qu'elles ont du mal à lire. Pourquoi ont-elles du mal à le lire? Parce qu'elles se sont d'abord engagées sur la neutralité climatique d'une marque ou d'un produit. Rappelez-vous, il y a quelques années encore, on avait des marques, notamment dans l'alimentaire, dans les technologies, qui disaient que tel produit, telle activité, telle marque était neutre en carbone. Donc elles en étaient sur un horizon assez court, mais finalement c'est un engagement qui est porté sur le long terme. L'engagement net zéro est sur le long terme. Donc on a une forme de conflit d'horizon entre ce qu'un consommateur attend, ce qu'une marque est prête à investir à court terme, et un engagement très long terme finalement sur la contribution climatique. Il ne nous a pas échappé qu'il y a de nombreuses controverses récentes sur les crédits carbone, autour de leur réelle additionnalité, de leurs impacts sociaux, leurs bénéfices qu'on appelle collatéraux ou co-bénéfices. Et enfin, le prix des crédits carbone est très volatile. Et surtout, on a remarqué dans des études récentes auprès de nos clients que le prix était extrêmement déconnecté du coût de production. C'est-à-dire qu'on est sur un marché, finalement, où plus de 80% de la valeur est produite, ou en tout cas est actée après la production, après l'impact réel sur le terrain. Donc on est vraiment sur un marché qui a déconnecté le prix du coût de production. Et aujourd'hui, les équipes de développement durable ont beaucoup de mal à avoir en même temps une stratégie de décarbonation et une stratégie d'impact climatique qui prennent en compte leur contribution carbone et l'ensemble des impacts environnementaux et sociaux qu'ils souhaitent avoir. Donc une forme de tension pour l'entreprise et en même temps, comme ça a été dit, des financements qui sont très insuffisants. Donc un système aujourd'hui qui ne permet pas de financer au bon niveau, au bon montant, les transitions à faire au niveau des pays qui en ont le plus besoin et qui pourraient avoir le plus fort potentiel de séquestration, comme on l'a vu en Indonésie ou au Sénégal. Donc pourquoi la philanthropie climatique peut présenter une solution? C'est intéressant de se dire finalement qu'on est aujourd'hui à Change Now. Je rappelle que c'est le point de rencontre des gens qui veulent apporter une solution à nos différents enjeux climatiques. C'est le point de départ de ce forum.
Et en fait, la philanthropie climatique apporte une alternative, apporte un autre choix aux entreprises, ce qui est intéressant parce que c'est pas fréquent en fait de se dire que jusqu'à présent il y avait une solution très monolithique et maintenant on en voit d'autres apparaître. Donc, premier point sur lequel je voulais insister, qui était un point de différenciation de ce que faisait Planète Urgence, c'est qu'on est sur une solution qui, par design, et là j'insiste vraiment là-dessus, par design, va aller chercher des bénéfices climatiques, sociaux et répondre aux attentes des entreprises. On n'est pas sur un co-bénéfice d'un instrument financier, on est vraiment sur une construction initiale qui va aller chercher l'ensemble des bénéfices. Évidemment, on est sur une alternative, donc on est sur un impact climatique mesuré, crédible, sincère, qui va contribuer à la neutralité climatique au niveau planétaire. Évidemment, on aura une vraie capacité de suivi des solutions, puisque ce qui est proposé dans la philanthropie climatique raccourcit en fait la chaîne entre l'action sur le terrain et les entreprises, et ça c'est un vrai gage de traçabilité, de visibilité. Et enfin, comme ça a été dit, on est sur un type de projet, un type de financement qui ne rentre pas habituellement dans l'intérêt des développeurs des crédits carbone qui vont chercher des très grands projets et très grandes surfaces sur une durée très longue. Donc on est vraiment sur un type de projet qui se rapproche de l'échelle de l'entreprise et qui jusqu'à présent n'était pas financé. Donc pour moi c'est vraiment intéressant pour répondre à la question initiale d'Amandine de se dire on est à un moment, vous l'avez remarqué, où on remet en cause des standards climatiques ambitieux, des standards de transparence ambitieux. Vous avez eu Omnibus, on a la Commission européenne qui réécrit différents engagements, on a la SEC aux États-Unis qui se pose des questions sur ce que les entreprises doivent dire et encore plus doivent faire. Science Based Target a publié il y a une quinzaine de jours un appel à réviser son standard net zéro. Donc on est exactement au moment où finalement d'autres options peuvent apparaître pour les entreprises, peuvent être reconnues par des cadres réglementaires qui valorisent l'action climatique. Et donc il est vraiment intéressant de prendre en compte pour l'entreprise l'ensemble des options, dont la philanthropie climatique. Merci Christian. Et je pense que c'est intéressant, Aline, que tu puisses nous dire, toi, en tant que responsable impact dans une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire la philanthropie climatique? Comment ça fonctionne? Pourquoi vous l'avez intégrée? Et puis surtout, vous avez été assez précurseur. Donc j'aimerais que tu nous racontes peut-être la petite histoire qu'il y a derrière. Ok, donc bonjour tout le monde, Aline Perrin. Je suis Climate Impact Manager chez Davidson. On est un groupe de 3000 personnes, principalement en France, mais aussi dans d'autres pays. Notre fondateur, en fait, a participé à la première CEC il y a maintenant 4 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Et lors de cette CEC, il s'est rendu compte qu'évidemment, il fallait qu'ils mettent en place des référents et qu'ils mettent en place des actions pour réduire les externalités négatives, mais qu'il fallait aussi qu'ils, simultanément, ils contribuent en fait, à prendre en compte en fait, les enjeux planétaires et à essayer de faire sa part. Donc, c'est à partir de là en fait, qu'on a commencé à discuter avec Planète Urgence. On a déjà choisi des projets. Donc le premier c'était Tapia donc à Madagascar. Sauf qu'en discutant, je me suis rendu compte que c'était très bien. Le projet avait l'air d'être en triple performance, à la fois sur la biodiversité, les populations locales, évidemment avoir un impact de séquestration carbone, mais c'était qu'un indicateur parmi tant d'autres. Mais en revanche, quand j'ai commencé à poser des questions sur, dans le temps, comment je m'assure qu'il n'y aura pas d'incendie, qu'il n'y aura pas de tempête, comment on gère les aléas climatiques, quel reporting j'aurai au fil du temps. Et c'est là qu'il n'y avait pas forcément de réponse à ce moment-là. Et donc, on a décidé de travailler avec des acteurs reconnus sur le marché. Et donc, en l'occurrence, à Mercop, comme Axel a expliqué. Donc on a choisi Amercop, la méthodologie a été créée, on l'a testé sur Merci, on a formé les personnes, enfin vous avez formé plutôt, moi j'étais que observatrice de tout ça. Et puis après on l'a effectivement testé sur d'autres projets, notamment en Indonésie sur lequel on intervient également, et puis avec Ferme d'Avenir sur les projets en France sur lesquels on avait aussi des financements. Aujourd'hui maintenant notre plan de contribution carbone, c'est chaque année un pourcentage du chiffre d'affaires en fait, qui est dédié en fait, à des projets de contribution carbone. Maintenant, on appellera ça des projets de philanthropie climatique. Et donc, ce pourcentage, c'est donc de l'argent chaque année, mais c'est surtout un suivi qui va avoir
qui va se faire tous les 2 mois. J'ai un point avec Planète Urgence ou j'ai des points avec Ferme d'Avenir pour savoir où en sont les projets, est-ce qu'il y a eu des problèmes. Voilà, on parlait tout à l'heure du projet Merci. Je sais qu'on a eu des tempêtes récemment, qu'il y a des zones où il y a une partie qui n'a pas survécu et ça, on n'y peut rien. Et l'important, en fait, c'est plutôt de se dire, OK, concrètement, on avait prévu telle séquestration, on savait qu'il y avait 74 rhinocéros, on savait qu'il y avait tant de populations locales qui devaient avoir potentiellement des bénéfices. Où est-ce qu'on en est? Et donc, c'est ça que je suis, en fait, avec Planète Urgence tous les 2 mois, enfin à peu près. Et qu'est-ce que ça génère dans l'entreprise? Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Déjà, à titre très personnel, si tu te souviens, au début, je n'étais pas du tout pour faire d'abord, alors que je venais d'arriver, des projets de contribution carbone, alors que je savais bien, avec les méthodologies NZI, qu'il faut d'abord faire de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, en discutant avec toi et puis aussi en interne, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Donc moi déjà, ça m'a permis de me rassurer sur le fait que ces projets-là, c'était des projets qui étaient importants. Ça génère surtout de la fierté. Je suis capable d'en parler avec... je pense que dans mon rôle, assez rapidement, on va me dire « Oui Aline, ça y est, t'es contente t'as planté des arbres, des mangroves, des machins ». Pas du tout. Je suis très à l'aise pour répondre que non, c'est pas ça que je suis en train de faire. Je suis en train de faire en sorte qu'effectivement, il y ait des femmes en Indonésie qui puissent avoir un revenu, qui puissent se connecter entre elles. Je suis en train de dire que il y a 74 rhinocéros qui sont à cet endroit-là très précis et on ne sait pas exactement combien il y a eu de morts sur cette zone-là, mais on sait qu'il y a eu des naissances. Enfin, je parle des tempêtes qu'il y a eu là-bas, je parle de choses très concrètes. Et ça crée un sentiment de fierté et j'espère que ça crée aussi un sentiment de fierté pour les collaborateurs de Davidson. Je ne peux pas l'assurer, mais en tout cas, j'ai pas de honte à dire qu'on fait ça. Au contraire, j'en suis hyper fière. Et on a un travail en tant que, alors vous l'appelez comme vous voulez, un directeur développement durable, Climate Impact Manager, quel que soit le nom dans votre boîte. C'est quand même des métiers qui sont un peu... on nous dit oui, c'est un peu bullshit, pardon pour le mot, mais voilà, on va pas se mentir, c'est pas tous les jours facile. Et ça, c'est un projet où j'ai, c'est un peu mon petit bébé. J'en suis hyper fière. Je peux en parler avec beaucoup de transparence. Je suis là aujourd'hui, alors que vraiment, c'est pas mon truc, la communication. Donc ça permet vraiment de se dire qu'on fait vraiment quelque chose de bien. Et c'est pas si facile avec plein d'autres actions qu'on peut avoir dans notre périmètre. Donc voilà. Merci Aline. Donc je note la fierté. Et je pense que c'est ça aussi, la philanthropie climatique, c'est qu'on ne va pas acheter des crédits sur un marché où on n'a jamais rencontré les acteurs. En fait, il y a une vraie proximité qui est très très importante et on va travailler, nous, en tant qu'acteurs, mais je pense que toutes les ONG feraient ce même travail-là, de pouvoir faire aussi de l'accompagnement pour comprendre en fait, quand on est basé à Paris, à La Défense, on ne sait pas ce qui se passe en Indonésie, on ne comprend pas l'impact du changement climatique, on ne peut pas voir l'impact sur l'éducation qu'il va y avoir dans les villages après un cyclone qui a fait venir des vagues et la mangrove n'était plus là pour protéger les côtes, etc. Et donc en fait, la philanthropie climatique est non seulement, je crois, un outil utile pour le climat, mais aussi un outil utile pour la transformation des organisations, pour comprendre les enjeux qu'il y a derrière tous les projets de terrain qui ont vraiment besoin de ces financements pour pouvoir émerger. Je vous remercie fortement, tous les quatre, pour vos différents apports pour essayer de comprendre l'ensemble des angles derrière la philanthropie climatique. Nous allons aujourd'hui, donc c'est officiel, vous êtes là de façon officielle pour ce lancement et nous allons en fait ouvrir cette méthodologie de façon open source pour qu'elle puisse servir le plus d'organisations. Donc si vous avez envie de travailler en tant qu'ONG ou avec des ONG au service d'impact, elles vont pouvoir utiliser cette méthodologie-là sur l'agroforesterie, le bois énergie et les mangroves. Il y a aussi des ONG qui ont envie d'aller plus loin que ces sujets de reforestation. Des ONG, je pense à Acted, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, qui avaient envie par exemple d'aller sur tout ce qui est biochar, des sujets sur les océans, des sujets sur l'agriculture, le sol, etc. L'idée c'est que l'ensemble du secteur associatif puisse être outillé
pour avoir une méthodologie simple, adaptée, à suivre et pour pouvoir garantir son impact, avoir des attestations d'impact au service des entreprises pour qu'elles puissent financer, dans le cadre d'une stratégie climatique, les projets de terrain directement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le démarrage de quelque chose qui peut changer le monde. Voilà, je le dis. Je crois sincèrement en plus. On a besoin de ces financements-là et donc du coup maintenant on a, je crois, les moyens de pouvoir aller les chercher. Merci beaucoup à toutes et tous. On vous invite à faire un temps de networking juste à côté, dans l'espace Terre, je crois, pour pouvoir discuter si vous avez la moindre question, si vous avez envie de creuser certains sujets, avec grand plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée et un bon salon à Change Now. À bientôt.